Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. En juin 2011, Manon ressent des symptômes très étranges. Des symptômes effrayants, mais elle ne comprend pas de quoi il s'agit. Elle dit à son frère « Je suis en train de mourir, appelle les pompiers ». Ce fut alors sa première expérience aux urgences, et ce ne sera pas la dernière. À l'époque, elle n'identifie pas de quoi il s'agit, mais ses crises d'angoisse continuent pendant un long mois. On lui parle alors de stress, de crise de spasmophilie, mais Manon ne comprend pas. Pour elle, ce n'est pas clair. Elle commence alors à tester plusieurs méthodes, elle va voir un magnétiseur et comme par magie, les symptômes disparaissent. Elle commence à travailler, se remet avec son ex-copain, avec un seul objectif en tête, partir à l'étranger durant 2 ans. Elle cumule alors les emplois et met un maximum d'argent de côté et part à l'étranger. Fin juin 2015, elle rentre en France. Et 2 jours après, un mal de dos survient, elle ne se sent pas bien durant 1 semaine et à la fin de cette semaine, une pointe dans sa poitrine apparaît. Elle, qui ne se considère pas du tout angoissée, n'accepte pas que cela pourrait être dû à son psychologique. Elle passe alors tout l'été avec cette pointe dans la poitrine. Arrive le mois d'octobre et d'un coup, une montée de stress puissante se présente. Elle met les mains à son cou, ne sent plus son cœur battre, alors elle interpelle un vieux monsieur dans la rue depuis sa fenêtre en lui expliquant qu'elle a besoin d'aide. Et là, elle comprend que ça recommence. Alors que s'est-il passé ? Comment a-t-elle pu gérer ces crises dans son quotidien et surtout au travail ? Quand et comment a-t-elle compris que ces crises étaient des crises d'angoisse ? Comment est-ce que cela a évolué ? Pourquoi Manon a-t-elle en plus de ça déclenché des phobies ? Pourquoi les crises ont pris encore plus d'ampleur au point de ne lui laisser aucun répit ? A-t-elle pu conserver une vie sociale normale ? Et pourquoi, lorsqu'elle part en vacances à Bali, plus aucune crise ne se présente ? Sa vie a été mise en pause durant 3 ans. Mais alors comment Manon a-t-elle fait pour s'en sortir ? Salut Manon. Salut Sandra. Comment vas-tu Manon ? Bah écoute, ça va, super. Je te remercie de m'inviter à participer sur ton émission. Je suis ravie. Et je suis très heureuse de t'avoir à mon micro aussi Manon. Donc aujourd'hui, on va échanger de nouveau sur un sujet qui touche beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes en fait, tout simplement, et qui t'a touché toi aussi, et qui m'a touchée aussi. Et donc c'est tout ce qui est lié aux crises d'angoisse, aux crises de panique, à l'anxiété, etc. Et donc toi, tu as été touchée par ça, et tu vas nous raconter si tu l'es encore, comment tu as fait pour en sortir éventuellement. Et du coup, je voulais savoir, mais la première question que j'avais à te poser Manon, c'est quand a eu lieu ta première crise d'angoisse et pourquoi ? Alors, ma toute première crise d'angoisse, ça arrivait en fait au mois de juin 2011, mais je m'en suis rendu compte que des années après, qu'en fait c'était vraiment ma première crise d'angoisse. En fait, en juin 2011, j'étais en train de passer ma licence marketing. Et alors que j'étais chez moi tranquillement, j'ai commencé à ressentir en fait les fameux symptômes des crises d'angoisse. Des C'est quoi fourmillements. d'ailleurs ? Ouais. Alors là, c'était fourmillement et j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Ah ouais. Donc j'étais avec mon petit frère à ce moment-là, je lui ai appelé à l'aide pour qu'il appelle vite les pompiers. Ah oui, Mmh, donc t'as vraiment ah été, oui, ah non, t'as c'était, été terrorisée quoi, c'était quand même assez ah intense. ben j'avais l'impression que j'allais mourir donc Ah ouais. je me suis allongée par terre et j'ai mis les jambes contre le mur parce que je savais que c'était la chose à faire quand, on avait un malaise vagal, par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe, et j'ai dit à mon frère: «Je suis en train de mourir, appelle les pompiers». Et en fait, donc Pardon. les pompiers. Bon, il faut qu'on en rigole un petit peu parce que de toute façon, je sais exactement de quoi tu parles, j'ai vécu la Ah mais même. tu vois? Mais Heu enfin bref. et donc les pompiers arrivent, donc ils me transportent aux urgences, moi qui ne comprends rien à ma vie, et je me disais, et en fait je suis arrivée aux urgences et donc là on m'a mis, évidemment les urgences qui sont débordées comme d'habitude. Donc c'était ma toute première expérience aux urgences pour des crises d'angoisse. À ce moment-là je le savais pas, c'était ma première fois, mais c'était très loin d'être la dernière. Donc j'étais dans une pièce aux urgences, évidemment personne ne s'occupait de moi parce que c'était pas grave ce que j'avais.
sauf que moi, j'avais l'impression que j'allais mourir. Eh ben, bien sûr. Donc, je me rappelle, il y a un infirmier qui est rentré un moment dans la pièce. Je lui ai demandé quand est-ce qu'en fait ça allait être mon tour. Et là, il me répond, ça va, vous n'allez pas mourir, il y a pire que vous. Et en fait, là, il me donne un Xanax et il me laisse ressortir. Sauf que en fait, c'est hyper traumatisant comme C'est expérience. horrible. Parce que moi, sur le moment, je comprenais rien. Je devais avoir, je sais pas, j'avais 22 ans, je crois. Moi, j'avais jamais entendu parler de santé mentale, d'anxiété. Je me considérais hyper zen comme personne. Et là, il me donne le Xanax et je me lève et je me rends compte que je suis pieds nus parce que tellement j'étais partie dans la panique de chez moi avec les pompiers, j'avais même pas pris des chaussures ou des chaussettes. Et là, je suis pieds nus en train de retourner à la voiture avec ma mère qui était venue me chercher. Et vraiment, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. En fait, ça a duré un mois. Donc pendant un mois, à appeler le médecin de garde parce qu'évidemment ça m'arrivait que les dimanches. À ce moment-là, moi j'étais en cours. En cours, c'était hyper compliqué pendant mes études. Et en fait, donc j'avais mon fameux petit sachant craft pour les personnes qui font des crises d'angoisse, ça doit parler. Donc j'avais sauf que quand tu es en plein cours et que d'un coup tu sens l'angoisse monter, sortir ton sachet pour commencer à respirer, c'est un peu compliqué. Donc je sortais de la salle et il fallait souvent me ramener chez moi parce qu'en fait je supportais pas, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et donc pendant ce mois-là, même le médecin de garde, en fait, on parlait de stress, mais je comprenais vraiment pas trop, en fait, et on me donnait aucune solution. C'était ça, en fait, surtout, on me donnait aucune solution. On me parlait de crise de spasmophilie, donc en 2011, on parlait de spasmophilie. Maintenant, je l'entends moins, je trouve, ce mot. Oui, c'est vrai. Mais moi Ouais. aussi, on m'avait sorti la même chose. On m'avait Toi tapé. aussi? Mon médecin généraliste avait pris un espèce de petit marteau là en fer, enfin tu sais des mini marteaux de médecin. Enfin, je dis un marteau, ça ressemble pas à un marteau les gars, je vous Ah, rassure. pour les réflexes? Ouais, voilà. Et elle Ouais. m'a tapé sur la joue comme ça. Elle me dit ah crise de spasmo. J'étais là, Ah, alright, super, merci. super les bails. Donc ouais, vraiment traité, mais enfin vraiment, nous on comprend pas ce qui se passe et autour de nous, bah, je sais pas, non, ça dérange personne en fait. Et je suis allée voir un magnétiseur et j'ai fait Ah une séance de magnétiseur et c'est passé. Bon, ah c'est marrant ça. ouais, incroyable. Donc je t'avoue qu'au bout d'un mois c'est passé, donc j'ai pas cherché à plus investiguer, hein, Bien parce sûr. que clairement, voilà, c'est bon, je m'en étais débarrassée. Mais en fait, à ce moment-là, avec le recul, je me dis j'étais complètement en dissonance avec ce que j'étais en train de vivre dans ma vie privée. Donc je me suis dit avec le recul, ah oui, donc en fait là déjà ton corps il t'avait envoyé un warning. Déjà c'était le premier. Donc je fais ma licence en marketing, je pars en Australie avec mon compagnon de l'époque. On se sépare en plein milieu de l'année. Donc moi j'avais un cursus tout tracé, je voulais monter donc moi je viens du sud de la France, je voulais monter sur Versailles, faire un master. Au final, ce qui se passe c'est que en plein milieu d'année scolaire, je rentre en France. J'ai pas du tout envie de monter à Paris, je veux gagner de l'argent, donc en fait je commence à travailler. Je travaille aux Galeries Lafayette en tant que vendeuse. Entre-temps, mon compagnon de l'époque revient d'Australie, on se remet ensemble et en fait, on décide qu'on veut terminer ce voyage, je crois qu'on n'a pas terminé. Et donc, en fait, on travaille, on fait plein de petits boulots juste pour mettre de côté parce que notre seul objectif, en fait, c'est de repartir à l'étranger. Donc, pendant le temps qui nous reste avant de partir, ben, je suis à la fois vendeuse et à la fois barmaid en boîte de nuit. Je cumulais les deux emplois. C'était assez dingue comme époque, mais franchement, c'était génial. Aucun regret. On a mis de côté, on est reparti. Donc, on est reparti 1 an en Nouvelle-Zélande et on a refait 1 an en Australie. Et génial. Enfin, du coup, le podcast est pas basé sur ce voyage, ça, mais bon, pour les personnes qui écoutent ça et qui hésitent, alors là, avec la période dans laquelle on a traversé, c'est un peu compliqué, mais dès que les feux seront ouverts, je vous encourage à vraiment à partir au-delà des frontières, même toute seule, un week-end. Enfin, vraiment, ça ouvre l'esprit, le cœur. Enfin, bref. Donc, voilà pour les 2 ans d'année à l'étranger, qui sont géniales, sauf que les visas se terminent, donc il faut rentrer. Donc en 2015, fin juin, on rentre en France. Donc je m'en rappellerai, mais toute ma vie, je crois, c'est dingue. En fait, je rentre en France, j'atterris le vendredi en France et le lundi matin, un mal de dos. Alors, j'ai jamais eu mal au dos de toute ma vie. Et un mal de dos et pas bien toute la semaine. Alors en fait, on avait fait 3 mois d'Asie, en fait, en Asie du Sud-Est juste avant de rentrer.
Donc on soupçonnait que peut-être j'ai attrapé quelque chose sur un marché, on savait pas trop. Je commence à avoir des taches sur les jambes, on fait plein d'examens, Ah tout ça. oui. Je sais. Ah ouais, vraiment bizarre. En tout cas, tout part d'un coup. Et sauf qu'à la fin de cette semaine, j'ai commencé à avoir une pointe à la poitrine. Donc une pointe à la poitrine, ok, tous les jours. Bon, je vais voir mon médecin traitant qui me dit, mais vous êtes un peu stressé. Mais moi, non, mais moi stressée, mais vous rigolez, je suis la nana la plus zen du De la monde, terre. de la terre. Non, mais vraiment, c'est ça, à cette époque-là, moi, je me considérais pas du tout comme angoissée. Je rentrais de 2 ans d'années à l'étranger. Ben, ma vie, elle était, j'avais vraiment Tu pas de kiffais, soucis, en quoi. fait. Ouais. Ah, mais moi, j'étais au top de ma vie. Donc, il me dit, c'est peut-être un peu de stress. Je dis, ah, mais c'est, enfin, pas du tout, quoi. Donc là, il me donne du magnésium, le fameux Ah magnésium. oui, Alors, ah oui, moi aussi, on l'a faite. tu l'as eu toi aussi? Tu Ah l'as bah eu? oui. Et alors, ça t'a aidé? Eh, je l'ai pas pris. Bah non, je l'ai Ah, tu pas l'as pris. pas pris? Bah, en fait, j'ai un autre médecin parce que, bah, enfin bref, moi pareil, enfin tu vas nous expliquer, mais j'étais allée voir plein de médecins, d dans plein de spécificités différentes, dont un médecin, spécialisé en médecine interne. Et du coup, ce médecin qui a été juste, incroyable, me dit: «Non mais en fait, il faut comprendre que personne ne manque de magnésium, sauf, les enfants, dans les pays de développement qui mangent pas assez à leur faim tous les jours». J'étais: «Ah bon, OK, très bien». OK. Voilà, donc En déjà, c'est super intéressant ce que tu dis parce que vraiment le magnésium, au-delà des crises d'angoisse, on nous le vend comme un remède à la nervosité, comme un remède miracle un peu. bah, ouais, c'est bizarre, hein. Après bon, ça je dis pas que c'est la voie de la raison, mais Oui. apparemment, Bon, en tout cas, ce fameux magnésium, évidemment ne m'a rien fait, donc je l'ai pris parce que je suis face à une personne qui est censée savoir en fait. Je suis face à mon médecin généraliste qui me dit: «Il faut prendre du magnésium», donc je lui fais confiance, je prends du magnésium. Évidemment, ça ne change absolument rien. Donc ma pointe, donc c'était une pointe à la poitrine, donc ça ah, c'est grossit, horrible, hein. ça grossit. Entre-temps, ben, nous, on était rentrés de l'étranger avec mon ex-compagnon. Donc on revient, on était au domicile familial, donc on se retrouve un appartement, lui il retrouve un emploi et donc vient le mois d'octobre. Donc j'ai passé tout l'été avec cette pointe à la poitrine, à pas être bien et puis tu sais, je sais pas si toi ça a fait pareil, bah, du coup tu as l'inquiétude qui grandit aussi quand même mine de rien parce que tu as cette pointe et que ça passe pas. Bien sûr. Hem et en fait, arrive le mois d'octobre et donc j'étais en train de chercher du travail. Je me revois, je t'assure, je me revois dans cet appartement assise sur ma chaise devant mon ordinateur. Et d'un coup, cette montée de stress, mais en fait incroyable, mais une montée de stress telle qu'il n'y a que les personnes qui ont fait des crises d'angoisse qui peuvent comprendre là ce que je suis Oui. en train de dire, vraiment. Et je me rappelle avoir mis, en fait, le cœur s'emballe, on commence à avoir des extrasystoles et je me rappelle avoir mis les mains à mon cou pour, prendre mon pouls. Le truc, qu'on fait de base quand on est, en fait, un peu anxieux et là, je me rappelle avoir mis les mains à mon cou et en fait, c'était le moment où j'avais une extrasystole. Donc juste la seconde de battement où le cœur, s'arrête, tu sais? Et donc là, je mets les mains à mon cou et je sens, du coup, plus mon cœur. Alors là, j'ai cru que Oh là j'ai là, mon Dieu. Alors attendez les gars, je suis en vie, mais je ne Ah sens ouais. plus mon cœur. Non, ah non, mais alors là, c'était fini. J'ai couru à la fenêtre. Je me suis dit: Ah «Mon ma Dieu, mais qu'est-ce pauvre. qui est en train de m'arriver?» J'ai ouvert la porte. Il y avait un petit pépé dans le couloir. Je l'ai affolé. Je lui ai dit: «Je vais mourir, C'est il faut pas appeler les vrai. pompiers». Oh mon Dieu. Le petit Ah bébé ma qui a lâché pauvre. son père, je pense qu'il a pas compris ce qui lui est arrivé. Bon, au final, donc on a appelé les pompiers et les pompiers me disent: «Mademoiselle, là, vous êtes en train de me parler, donc vous êtes pas en train de faire une attaque cardiaque. Allez chez le médecin, vous devez être stressée». Oh Et là là, en fait là. tu sais, en fait, ça m'a ramené 4 ans en arrière et je me suis dit: «Non, non, c'est pas possible. C'est pas en train de revenir là, quand même». Donc j'arrive chez le petit pépé avec sa femme, trop gentil, trop mignon, les 2 m'amènent chez le médecin généraliste. Non, mais quand j'y repense, Ah non, mais c'est j'a trop beau. non, mais c'est trop mignon. Le médecin généraliste, la salle d'attente bondée, moi, toujours l'impression que je suis en train de mourir. Du coup, je dis à tous les gens: «Excusez-moi, c'est une urgence, est-ce que je peux passer avant?» Donc les gens, ils me voyaient, j'étais en PLS, donc forcément, ils m'ont laissé passer. Bien sûr, non mais bien sûr. Non mais je vois tellement ce que tu as vécu. On en rigole, mais en vrai, c'est horrible, c'est terrifiant, j'ai pas de mots. Ouais, Enfin bon. c'est terrifiant. Je pense que c'est le mot et on en rigole aujourd'hui, mais parce que c'est donc
toi comme moi, on a compris, je pense, en fait, pourquoi on a eu ça et on l'a travaillé et voilà. Mais personnellement, cette terreur et cette peur, je pense que toute ma vie, en fait, ça s'est vraiment imprimé, je pense, tu sais, dans le corps et dans l'esprit. Et toute ma vie, j'arriverai à me reconnecter à ces émotions, quoi, vécues ce jour-là. Et je pense qu'on n'oublie jamais, en fait. Ouais, Et tu non, vois, on n'oublie pas. je suis en train de te décrire cette journée, c'était en 2015, donc bon, ça commence quand même à dater. Et je me rappelle du temps qu'il faisait, de tous les détails. Enfin, c'est incroyable. Donc j'arrive dans la salle d'attente de ce médecin qui me dit, vous êtes un peu stressé, je vous donne du Stresam. Et là, je me suis dit, non, mais non, non, je suis pas stressée, je suis au top de ma vie. Bon, voilà, en fait, toujours pareil. Donc, il me donne du Stresam. Le Stresam ne me fait rien. Et en fait, ben, à partir de là, ça a été le premier jour du reste de ma vie, quoi. Clairement, en fait, ça n'a fait que empirer, mais fois 1000. Et donc, j'ai commencé à faire des crises tous les jours et plusieurs fois par jour. Quelle Donc, horreur. Et ça se quelle horreur. présentait toujours de la même manière? Alors, toujours, en fait, cette impression de. Moi, c'était surtout une oppression à la poitrine Quelle horreur. et l'impression que que j'allais m'arrêter de respirer, en fait. Ah oui, d'accord. Vraiment, c'était ouais, c'était ça. Donc, le cœur qui s'emballe et ouais, ce poids, quoi. Ce poids sur la poitrine et l'impression que j'allais mourir, en fait, clairement. Donc Et ouais. et à cette époque-là de ta vie, donc tu arrêtes pas de me dire, tu au top de ta vie, t'étais bien, t'étais bien, t'étais bien et maintenant du coup avec le recul, tu sais pourquoi tu faisais autant d'angoisse, de crises d'angoisse? Heu, alors on y viendra après, comme je Ah! voilà, je vais raconter un peu la Vas-y, suite. Mais vas-y. non, avec le recul, je me dis qu'on peut se raconter quand même vachement d'histoires. Mais j'y reviendrai Vas-y, je te tout à l'heure. laisse, j'arrête de te Bon, couper. en tout cas, voilà, en tout cas, ça a été le début de l'aventure des crises d'angoisse. Donc, je t'avoue, bon, je me rappelle plus trop dans les détails ce que j'ai fait dans les jours qui suivent, mais en tout cas, j'ai alterné entre en fait, voilà, comme je t'avais dit, je refusais totalement que ce soit psychologique. Moi, j'étais persuadée d'avoir un problème physique, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir des symptômes aussi forts créés juste par le psychique, mais pour moi, c'était vraiment impensable. Donc, j'allais voir en fait les médecins qui me disaient que c'était du stress. Tous en fait, les traitements ne fonctionnaient pas parce que c'était que des traitements légers et c'était que des traitements légers. À ce moment-là, donc je travaillais, j'avais trouvé un travail dans une école qui faisait des BTS et des licences et donc j'étais chargée de vie étudiante. Super job, je me régalais, c'était super. Et en fait, mon job était super et je faisais mes crises d'angoisse. Donc ce qui se passe quand on fait des crises d'angoisse et qu'on travaille, c'est qu'on essaye de le cacher, sauf que c'est hyper compliqué. Et en fait, il y avait un jour où c'était plus dur que d'habitude, et donc j'ai passé ma journée à faire des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur. Donc je sortais pour respirer parce qu'en fait, j'avais tout le temps cette impression de manquer d'air et que j'allais mourir, quoi, comme d'habitude. Donc j'avais l'impression de manquer d'air, donc je sortais, je revenais à mon bureau, je sortais, je revenais à mon bureau. Et à un moment, ma collègue, elle m'a dit ça va et je lui dis ben non, pas trop. Ça faisait 6 mois quand même que je travaillais avec elle et que je lui en avais pas parlé. Parce qu'en fait, on a hyper honte d'avoir ça, parce que déjà, même nous, enfin, je sais pas pour toi comment ça s'est passé, mais moi, déjà, je comprenais rien, en fait, à ce qui m'arrivait. Je me demandais si je devenais folle, je me sentais seule au monde et incomprise, et donc j'en avais honte d'en parler, parce que qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Ben écoute, non, ça va pas trop, mais quand je vais voir des médecins, on me dit que j'ai rien, et en même temps, moi, j'ai l'impression que je vais mourir. Enfin, en même temps, je peux me mettre à la place de quelqu'un d'extérieur et je me dis, c'est vrai que c'est un discours qui est quand même un peu incohérent. Euh, mais en tout cas, là, on est en 2016, à l'époque que j'évoque. On est en 2016 et donc ben, moi, j'en entendais pas du tout parler en fait des crises d'angoisse. Bon, en tout cas, j'en parle à ma collègue qui me dit, je trouve le courage en fait d'en parler. Et ma collègue me dit, ah mais tu fais des crises d'angoisse. Je lui dis, comment ça, des crises d'angoisse? Donc là, en fait, à ce moment-là, Ah ouais. aucun médecin on m'avait dit, vous êtes un peu stressé, donc moi je disais non, mais à ce moment-là, j'avais jamais entendu le terme de crise d'angoisse quand même. Et ouais, Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas on n'en parlait pas, quoi. C'était des sujets, dont on ne parlait pas et peut-être que les médecins, avaient beaucoup de mal à accepter que des maux physiques, soient dus à une cause psychologique, pardon. Je pense qu'à l'époque, c'était vachement moins, démocratisé.
Oui, ou alors ils pensent que c'est juste du stress, tu sais? Donc voilà, ils te donnent du magnésium et du Stresam et pour eux, c'est OK. Alors q et ça peut être OK, je pense, pour certaines personnes et en même temps, ça peut tellement aussi grossir et avoir des impacts super importants. Je pense que c'est important de le prendre au sérieux, tu vois? Pour justement pas que ça prenne des proportions, énormes comme moi, comme ça a pu prendre pour moi, par exemple. Mais oui et juste, je voulais juste rebondir sur ce que tu me disais. Tu me disais: «Est-ce que toi, tu t'es demandé ce que tu avais pendant des mois et cetera?» Non, parce qu'en fait, donc bah, tout comme toi, je suis allée aux urgences et cetera. C'était un peu, ma passion d'aller aux urgences, tu vois? Parce qu'il y avait que là-bas enfin, bref, je préfère le dire comme ça parce que bon, de toute façon, on devient tellement fou dans ces moments-là que voilà. Et en fait, y donc la troisième fois où je vais aux urgences, comme toi, l'impression que j'allais mourir et cetera et ben là, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que je tombe sur un cardiologue et moi j'étais persuadée comme toi d'avoir quelque chose au cœur. Et en fait, ce cardiologue me dit: «OK, calmez-vous, je sais exactement ce que vous avez, mais pour vous le prouver, on va faire tous les examens, les plus Mmh. approfondis possibles, jusqu'à aller à l'échographie du cœur, enfin bref, la totale, en prise de sang et cetera». Et donc bien sûr, tous les résultats étaient bons et en fait, il m'a expliqué ensuite, lui, ce qu'il avait vécu, donc que c'était des crises d'angoisse et que, qu'il avait dû s'en sortir avec, soit des, cachets ou une thérapie, je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais qu'en gros, je m'en sortirais pas comme ça et qu'il allait falloir que je prenne le taureau par les cornes et que j'aille me faire aider, quoi. Et ça t'a aidé d'avoir cette Mais bien explication? sûr, parce que je me Oui, suis dit: évidemment. «Mais OK, OK, c'est psychologique, OK, je vais l'accepter et OK, je vais appeler un psy, quoi». Bah, à ce moment-là, je pense que tu as eu un réel diagnostic, tu vois? En fait, en santé mentale, tout simplement et moi, je me rappelle, donc en tout, j'y suis allée 2 fois aux urgences, en plus de 2011. Hem Et en fait, j'espérais y aller qu'on m'annonce quelque chose de grave. En fait, c'est Ouais, terrible je sais, non, mais je sais. tu sais, je me Bah, bien disais: «Mais sûr. en fait, j'y vais, on m'annonce que j'ai quelque chose de grave et puis, je prendrai des médicaments, je sais pas, mais on n'en Ouais, parle plus, en fait» et c'est terrible alors c'est terrible, évidemment, je pèse mes mots quand je dis ça, évidemment qu'on a la chance de rien avoir de «grave» entre guillemets, tout à fait. mais du coup, cette personne qui, à ce moment-là, a posé des mots sur ce que tu avais et t'a vraiment donné un diagnostic, je pense que en fait, c'est juste de la clarté, mettre les mots sur les mots, comme on dit et moi, en fait, c'est ce qui m'a manqué pendant tout ce temps, je pense. Oui. Mais donc pour revenir à ma collègue de boulot qui me raconte que son amie fait pareil, je prends contact avec son amie qui me parle un peu du coup de ses crises d'angoisse et qui me conseille une thérapie cognitive et comportementale avec une psychologue. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, sauf qu'en fait, j'étais toujours dans le déni. J'étais toujours en train de me dire Ah! que c'était pas possible, que c'était sûrement dans mon esprit, Eh oui, et que tu avais dans un truc ma grave. exactement. Donc en fait, j'ai commencé à faire la TCC avec une psy et évidemment, j'étais pas du tout impliquée et en plus, j'ai rencontré un autre frein qui, en fait, était hyper important pour moi à ce moment-là, c'était le frein financier. À ce moment-là, je commençais, j'étais financièrement, j'avais pas de quoi me payer des séances de psychologue, en fait. Donc du coup, j'avais l'impression, pour moi, c'était vraiment double peine. C'est-à-dire que je souffrais, en fait, d'angoisse et d'un mal que je connaissais pas et donc j'arrivais pas à me dépêtrer et en plus, quoi? L'univers, en plus, je dois payer pour m'en débarrasser, mais Non, en mais vrai, c'est clair. mais j'étais en colère. Je pense que j'étais en colère contre la vie, mais vraiment, à ce moment-là, je me disais: «Mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas remboursé, quoi?» Donc après, j'ai vu un psychiatre pour que ce soit remboursé, mais le psychiatre, au bout de 10 minutes, en fait, m'a prescrit des antidépresseurs. Limite, il m'a même pas demandé pourquoi je venais. Donc je me suis dit: «Bon, ben non, c'est pas possible». Donc après, j'ai trouvé une autre psychiatre à qui j'ai dit que je voulais pas des antidépresseurs. C'est comme si elle boudait. Mais en tout cas, je l'ai vue pendant 6 mois, mais ça m'a absolument pas aidée parce que je pense que pour les crises d'angoisse, les thérapies où on ne fait juste que parler, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus, efficace. Alors Donc attends, j'arrête. toi, tu parles de ta thérapie, cognitive et comportementale, que c'était pas efficace, c'est ça? Alors la thérapie cognitive et comportementale, je peux pas m'exprimer dessus parce que je crois que j'ai fait 2 ou 3 séances, mais en fait, je l'ai en fait, j'ai fait une première thérapie avec une psychologue TCC. J'ai fait 2 ou 3 séances et j'ai arrêté parce que j'avais pas envie de payer, ça me gonflait, on Ouais, me ça coûte demandait un de bras. faire des Mmh. exercices, voilà. J'étais toujours, en fait, en résistance. Donc après, j'ai vu 2 psychiatres pour que ce soit remboursé. Parce que je me suis dit: «Bon, ben, quitte à aller voir quelqu'un, autant que ce soit remboursé», parce que moi, j'ai pas envie de payer pour quelque chose que j'ai pas demandé. Ah oui, non, mais bien sûr. Voilà, tu vois, j'étais vraiment dans ce fonctionnement. Donc j'ai vu 2 psychiatres, ça m'a servi à rien. Je parle évidemment de mon expérience, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde. Hem
Et en fait, à ce moment et donc le mal, en fait, continuait de grandir. Donc évidemment, ça m'a développé, de l'agoraphobie. Donc je ne sortais plus de chez moi parce que j'avais peur de faire une crise, en fait, en public. J'ai commencé à plus arriver à conduire. Donc c'est-à-dire que la voiture, que je sois en conductrice ou en passagère, c'est devenu impossible. C'est-à-dire que je me rappelle, les Quelle fois où horreur. j'étais obligée de faire 10 minutes de route, mais sur les 10 minutes de route, je m'arrêtais 5 fois, quoi. Je me mettais sur le bord de la route en train de respirer, de prendre mon pouls. Ah oui, Et d'accord. Oh. ouais, et là vraiment, ça a été ces années, tu sais, où tu es dans des tu des repas de famille, en fait, tu dois aller t'isoler et marcher parce que, non, tu es en train de faire une crise d'angoisse et Oui, en fait, tout à fait. voilà, ça doit te parler Oui, et complètement. voilà et du coup, tu te coupes du monde et je me dis: «Mon Dieu, mais tous les moments que ça m'a gâché ces crises, mais c'est incroyable, quoi». Sur 3 ans, enfin, vraiment, j'ai eu ma vie sur pause pendant 3 ans, vraiment et 3 ans, c'est très long, C'est long. Mmh. donc à faire des crises tous les jours, toute la journée. Donc Mais en pardon, mais c'est fou quand même que tu faisais plusieurs crises par jour toute la journée. C'est un truc de fou, quoi. en fait, tu sais, tu vis dans la peur de la peur après. Tu vis dans la peur de C'est vrai, refaire des crises. Donc c'est forcément, vrai. en fait, ça occupe absolument tout ton esprit. Donc tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux et tu te dis: «Oh là là, quand je vais faire ma crise? Est-ce que je vais faire une crise?» Et bah, évidemment, 1 heure après, et en fait, ça arrive parce que C'est en vrai. fait, il y a un moment, le cerveau, il est tellement, tu sais, il arrive à saturation et du coup, il a plus d'espace, en fait, pour se ressourcer et c'est à ce moment-là que, généralement, la médication peut aider parce que, justement, ça t'aide, en fait, à descendre un peu en pression pour retrouver, en fait, de l'énergie, des ressources et tout parce qu'il y a un moment, ça monte trop et en fait, on n'a plus tu plus à re tu sais, c'est un peu comme si tu es en train de te noyer, tu bois la tasse et du coup, tu arrives plus, en fait, à en sortir, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. donc je sortais plus, donc je me suis coupée, tu vois? Je me rappelle de mes copines qui partaient en week-end ski et moi j'y allais pas parce que, en fait, non, je pouvais pas faire 4 heures de route, je me sentais pas d'être loin de chez moi. Enfin vraiment, voilà, une vie sur pause, donc de 2010 donc ça c'est donc 2016 ensuite, la petite cerise sur le gâteau en début 2017, je me sépare de mon compagnon avec qui j'étais à l'époque. Après, voilà, on est restés quasiment 10 ans ensemble. C'était mon premier Ah amour oui. et donc en plein milieu de mes crises d'angoisse, je me sépare de cette personne. Déménagement, tout ça. Donc autant te dire que en fait, je perdais la seule personne qui, en fait, c'était vraiment mon pilier, notamment, avec ces histoires de crise. Donc là, je me retrouve vraiment seule face à moi-même. Très voilà, pas une période hyper cool, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et donc ça, c'était, voilà, début 2017, je me sépare, toujours les crises, ça allait pas mieux, donc voilà, fais l'exercice de respiration, bon voilà, tu connais toutes les méthodes, qu'on peut utiliser, le rescue, l'homéopathie, bon voilà, Les fleurs de Bach. voilà, les fleurs de bac, j'avais mon petit kit de secours et voilà, j'avais commencé et je faisais de l'acupuncture avec un nouveau médecin, traitant qui était à côté de chez moi. L'acupuncture, ça me faisait du bien, mais voilà, en fait, il fallait y aller 1 fois par semaine et mon médecin, il me disait: «Mais vous allez voir, vous allez aller mieux un jour» et moi, je me rappelle, je pleurais dans son bureau parce que je le Ah bah croyais pas. Je oui. me disais: «Mais c'est pas possible, quoi». Donc début et en fait, en septembre 2017, je me dis: «Bon, bon là, ça va plus du tout. Je pars à Bali, c'est bon, je pars en vacances, j'ai besoin de souffler et tout ça». Et alors le truc incroyable, c'est que pendant mes 3 semaines de vacances à Bali, j'ai fait 0 crise, Ah Sandra. mais ça m'étonne pas du tout. Mais incroyable, incroyable et j'ai recommencé à en faire, 1 jour avant de reprendre l'avion pour rentrer. Bah ouais, normal. C'est fou non mais Bah c'est ouais, mais enfin c'est oui, ouais, mais c'est normal, c'est normal. C'est parce que là-bas, tu te sentais bien, tu te sentais, tu te sentais vivante, en fait, c'est ça aussi. je pense que je me sentais vivante, mais ce qui est terrible, c'est qu'en France, alors, évidemment, en fait, avec le recul, je me dis: «Non, mais Manon, tu étais dans une situation, mais complètement chaotique, c'est normal que tu aies des crises d'angoisse». Mais sur le moment, tu sais, je mettais pas le doigt dessus, quoi. Quand on me disait: «Mais vous avez eu un trauma il y a quelque temps et tout ça», moi, j'étais là: «Mais pas du tout». Enfin, moi, enfin, tu vois, à ce moment-là, ma vie, il y avait pas eu d'événement, en fait, de chamboulement qui pouvait justifier, en fait, cette arrivée de crise du jour au lendemain Bien sûr. alors que je cherchais du travail sur mon ordinateur. Bon, en tout cas, je vais à Bali, je rencontre quelqu'un qui en fait qui habitait à côté de chez moi en France.
incroyable. Et en fait, cette personne commence à me parler de spiritualité, de développement personnel, de la force du psychologique sur le physique. Parce que bon, alors moi, jusqu'à maintenant, j'étais toujours dans ma résistance. J'étais toujours en train de me dire que non, j'avais un souci physique. Donc évidemment, bon, comme toi, hein, abonné aux urgences, moi j'ai ruiné la sécurité sociale. J'allais voir un cardiologue, il me disait que j'avais rien. Je me disais, c'est pas possible, il a mal cherché. Donc j'allais voir un deuxième cardiologue. Non mais oh Pareil, là oh, là, pareil. non mais avec le recul, je me dis, c'est fou quoi. Et je me rappelle la plus grosse crise où j'ai fini aux urgences, j'étais avec ma maman en voiture, j'étais en train de conduire et elle a vu que ça commençait à pas aller bien. Elle me dit: «Tu veux t'arrêter?» Je dis: «Oui, oui». Et en fait, là, la pire crise de toute ma vie, je crois. Du coup, tu sais, des fourmis dans tout le corps et dans toute la bouche et en fait, j'étais tétanisée. Et donc je me suis arrêtée sur le bord de la Oh route, sur là la voie là, mon rapide. Dieu. Je me suis allongée, je me rappelle de l'herbe, je me suis allongée, j'étais en étoile de mer sur le Oh là là, ma pauvre, sur c'est l'herbe. horrible. Et je me revois en train de me dire à ma mère: «Appelle les urgences, appelle les urgences». Ma mère, évidemment, qui était, j'imagine, tu vois quelqu'un comme ça, ça fait paniquer, quoi. C'est horrible, ouais, ouais. Et ah ouais, non, mais c'est horrible. Donc évidemment, elle appelle les pompiers, ma fille, elle est allongée, ils lui posent quelques questions, donc de suite, ils lui disent: «Non, mais en fait, elle a rien de grave, elle est aux urgences». Je pense qu'ils sont habitués, en fait, maintenant aux angoisses et tout ça. Bon, et je vais aux urgences et alors que j'ai cru mourir ce jour-là, pareil, en fait, on me redit: «Vous êtes stressée?» Alors mais cette phrase, Ah j'en peux purée. plus. Bon, en tout cas, donc cette rencontre de Bali me fait découvrir la spiritualité, le développement personnel. Et donc ça, c'était septembre 2017 et en fait, ça m'a changé la vie, clairement. Et donc là, je commence à m'intéresser à tout ça, à me plonger dans les bouquins, à m'intéresser aux neurosciences. Euh, et en fait, c'est devenu... Donc, d'un côté, en fait, je commençais à comprendre plein de choses, mais mes crises étaient toujours là. Et donc, je me rappelle, début 2018, donc là, j'avais pris des anxiolytiques. On m'avait proposé avant la médication, j'ai jamais voulu parce que pour moi, en fait, prendre des médicaments, c'était vraiment abdiquer devant les crises d'angoisse. C'était me dire, Ouais. ok, maintenant là, tu n'as vraiment plus aucun contrôle sur ton corps, tu es obligé de prendre des médicaments pour en fait aller mieux. Et pour moi, c'était hors de question. Donc j'ai lutté, mais j'ai vraiment lutté pour rien prendre, sauf que là, ça commençait à devenir vraiment trop. Déjà, je sortais plus de chez moi, c'était compliqué pour le travail. Donc j'ai commencé à prendre des anxiolytiques. Les anxiolytiques, normalement, c'est sur du court terme. Sauf que moi, je voulais pas prendre des antidépresseurs, donc j'ai pris des anxiolytiques pendant quasiment 1 an. J'ai commencé avec Ah oui. une toute petite dose, et évidemment, cette dose, très rapidement n'a plus fait effet, donc j'ai commencé à en prendre de plus en plus et jusqu'au moment où évidemment ça ne faisait plus effet. Alors pour revenir sur les anxiolytiques, par contre, si j'ai un message à faire passer, je sais que beaucoup, beaucoup de personnes se culpabilisent par rapport à ça. Et sans faire la promotion des médicaments, moi, je regrette de ne pas les avoir pris avant parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à les prendre, ça m'a quand même littéralement changé la vie. C'est-à-dire que d'un coup, tout à l'heure, je parlais d'espace qui était saturé dans notre cerveau parce qu'il y avait tout le temps les crises. D'un coup, en fait, ça fait bien baisser et on retrouve un peu ses pensées, ses esprits. Et ça, en fait, ça nous permet d'être davantage dans l'action pour justement trouver des solutions à ces crises d'angoisse, en fait. C'est Donc vrai. j'ai repris quand même une vie un peu normale, même si, bon, mais au bout d'un moment, ça faisait plus effet. Donc, en gros, c'était un peu le cache-misère qui faisait que je m'en sortais, mais au bout d'un moment, ça n'a plus suffi. Et donc là, j'ai dû commencer à prendre des antidépresseurs. Et à ce moment-là, ça allait vraiment, vraiment pas. C'est-à-dire que je me disais que j'allais jamais m'en sortir. Et donc, c'était début 2018 et je t'assure, pareil, là, en fait, je me revois, un soir, j'étais dans ma douche. Et il y avait le rasoir dans ma douche. Et je me suis dit, tu sais, là, Manon, en fait, il suffit de faire une chose. En fait, une chose, et tout ça, c'est fini, en fait. Cette Ah là souffrance, c'est là. fini. Et je te jure, vraiment. Et en fait, je l'ai pas fait parce que je me disais que j'avais plein d'amour autour de moi et que j'avais pas le droit de faire ça, c'était pas possible et que j'allais trouver une solution. Mais tu vois, je me dis, des gens qui ont peut-être pas la chance d'être aussi bien entourés, qu'est-ce qu'ils feraient en fait dans ces moments-là, quoi. Mais tellement on se Ouais. sent seul et incompris. Je me dis, mais avec tous les praticiens que j'ai vus, enfin, tu vois, il y a jamais eu ce moment de recadrage de, ok, tu as ça, pour aller mieux, on va te faire ça. Tu sais, c'était toujours un peu des trucs lancés comme ça.
Et là, je me rappelle que le lendemain, je suis allée chez mon médecin, donc il me faisait l'acupuncture. Et en fait, je lui ai parlé d'aller dans une maison de repos parce que je lui ai dit: «Écoutez, là, ça va pas, je Ah, commence tu à à avoir bout. des j'étais Ouais, à bien bout, je sûr. commençais à Mmh. avoir des idées noires». Donc là, ça faisait une semaine que je prenais des antidépresseurs. Sauf que les antidépresseurs, je travaillais, au boulot, j'arrivais pas à les gérer parce qu'en fait, les premiers jours des antidépresseurs, c'est très compliqué le temps que ça se mette en place. Donc, en fait, j'étais complètement dans les vapes. Donc pour travailler, c'était hyper compliqué. Donc en fait, je lui dis: «Écoutez, là, en fait, il faut que j'aille quelque part parce que j'arrive plus à gérer». Et il me dit: «Écoutez, vous connaissez le MDR?» Donc je dis: «Non, je connais pas». Il me dit: «Vous pouvez essayer, ça marche vraiment bien pour les crises d'angoisse et tout ça». J'ai dit: «OK, bon, de toute façon, au point où j'en suis, c'est le dernier truc que j'essaye et ensuite, je vais dans une maison de repos parce que j'en peux plus». Parce que la chose que j'ai pas dit, c'est que entre temps, j'ai essayé toutes les thérapies holistiques de la terre. Donc c'est pareil, je suis allée Ah voir ouais. 2 kinésiologues, j'étais allée voir une chamane, j'avais fait une séance d'hypnose, j'étais allée voir une autre magnétiseuse. Enfin vraiment, j'avais essayé, beaucoup, beaucoup de choses. Et au final, je tape sur Google, psychologue EMDR, je vais à la première, qui se trouve à côté de chez moi. Donc là, l'enfer pour y aller parce que la voiture, je gérais toujours pas. Donc même si c'était à 10 minutes de route, toujours pareil, la vitre ouverte pour avoir de l'air, je m'arrêtais, enfin bref. Et en fait, cette thérapie m'a changé la vie. J'ai fait 5 à 6 séances, je me rappelle plus et je n'ai plus du tout fait de crise d'angoisse. Mais c'est incroyable. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, la thérapie EMDR, c'est une thérapie qui agit sur les traumas inconscients. Donc, c'est-à-dire, et ça marche par stimulation visuelle. Donc, moi, elle m'avait demandé de lister, parce que en fait, toujours pareil, moi je savais pas en fait ce qui avait déclenché mes crises, je savais pas, donc j'étais incapable de lui dire: «Bah oui, j'ai vécu ça, la semaine dernière et ça m'a déclenché des crises». Ben non, en Ouais. fait, c'était pas Mmh. le cas. Donc elle m'avait demandé de faire une liste de 10 situations de mes 0 à 18 ans, de 10 situations qui étaient hyper chargées émotionnellement. Donc bon, je fais ça et en fait après, tu travailles situation par situation et donc elle te demande, la charge émotionnelle que tu as quand tu penses à ces situations. Donc c'est sur une échelle de 0 à 9. Donc tu donnes un chiffre. Bon, quand je pense à cette situation, je suis à 8 et OK. Et en fait après, elle te fait suivre ses doigts, de tes yeux. Enfin voilà, je vous invite à j'ai fait une vidéo sur YouTube à ce sujet pour les personnes que ça intéresse, j'explique un peu mieux. Et en fait, tu retraites les informations que tu as associées à ce trauma. Ah, Donc c'est c'est-à-dire que ouf. en fait, tu n'oublies pas mais le MDR, je le conseille vraiment, même pas pour les crises d'angoisse, je trouve que c'est hyper efficace comme méthode. Tu n'oublies pas le trauma, mais par contre, tu modifies les émotions que tu as associées à ces situations. Tu vois, Ah! la charge émotionnelle, en fait, elle baisse. Incroyable. Elle baisse. Et donc, j'ai fait 5 à 6 séances et écoute, et en fait, je me rendais compte au fur et à mesure des séances que j'arrivais à conduire normalement. Tu sais, j'allais chez elle et puis, je pensais plus à prendre mon Xanax avant d'y aller, ou j'ouvrais plus la fenêtre. Enfin, je me disais: «Non mais c'est pas possible, quoi». Et en fait, au bout de ces 6 séances, j'ai plus, du tout fait d'un coup. En fait, j'ai tout qui s'est libéré. En fait, je n'ai plus du tout fait du crise d'angoisse du «jour au lendemain» entre guillemets. Bon, je peux dire du jour au lendemain parce que ça a quand même duré 3 ans et que là, en 5-6 séances, donc c'est une thérapie brève, hein. En 5-6 séances, j'en ai plus, enfin, alors j'en ai refait une pendant le confinement l'année dernière et j'en ai refait une, dans un concert là, il y a pas trop longtemps, mais parce que je pense que ça me ramenait à un souvenir que j'avais. En tout cas, le message que je veux transmettre, c'est que je faisais des crises d'angoisse tous les jours, plusieurs fois par jour pendant 3 ans et que maintenant ça va mieux. Mais les crises d'angoisse, ce n'est pas une maladie incurable. C'est-à-dire que demain, en fait, je peux refaire une crise. Ce qui est bien quand on fait un travail de guérison, c'est qu'en fait, on les gère, ces crises d'angoisse. C'est-à-dire que j'ai plus peur, en fait, moi, j'ai plus peur d'en refaire. Tu vois, je vis plus dans la peur de refaire une crise. Donc, c'est-à-dire que même la dernière fois, quand j'étais au concert, j'ai senti que ça arrivait. Alors, évidemment, tu as toujours cette pensée qui te dit: «Et si cette fois, c'était pas une crise et que tu étais vraiment en train de mourir?» Ouais, 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 bah, oui. Eh oui. Tu la connais, celle-là? Bah, oui, bien sûr. Et mais non, tu vois? Je me suis dit: «Non, Manon, enfin voilà, là, ça te ramène à ça, donc là, c'est en train de monter, mais c'est pas c'est de l'angoisse». Et en fait, tu te libères, enfin voilà, moi, je trouve que je me suis libérée de cette peur de la peur, donc demain, je peux refaire une crise d'angoisse, je sais ce que c'est désagréable, c'est terrifiant, mais en fait, on n'en meurt pas.
le message, le message sur les crises d'angoisse. Et du coup, quand j'étais, en pleine, que ça allait pas du tout dans ma tête, je me disais toujours que si un jour je m'en sortais, en fait, il fallait communiquer sur le sujet parce que c'était pas possible que ce soit aussi, maltraité, qu'on communique aussi peu. Et donc en fait, en, 2019, suite à une grosse remise en question, personnelle, du coup, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai repris des études, en fait. Donc j'ai fait une formation en communication et marketing digital parce que j'avais dans l'idée de créer un projet sur internet autour de la santé mentale. Et c'était, en fait, c'était super. Et donc tous les jours, je parlais de la santé mentale, je parlais de développement personnel, j'essayais d'aider au maximum les personnes avec qui j'étais, en fait, dans la formation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma formation, le centre de formation m'a proposé, en fait, d'animer des ateliers de développement personnel en fait, les futures sessions de formation. C'est trop bien. Incroyable, Bah incroyable. ouais, génial. Et ouais, c'est fou, en fait, c'est fou, quoi. Et c'est fou. Et donc ils m'ont laissé carte blanche sur le programme des formations. Bon, je leur ai quand même montré, mais et du coup, je suis partie sur, la gestion des émotions, les croyances limitantes, en fait, tout ce que je pense en fait, pour moi, c'est du basique. Et je pense que ça peut aider, mais tout le monde, en fait, de se pencher sur ce genre de sujet, tu vois? Même les personnes qui sont pas à fond dans le développement personnel et l'introspection, pour moi, c'est du basique, en fait. Et tout le monde devrait s'y pencher un minimum pour, Mais oui. tu vois? Mais bien sûr, moi c'est ce que je prône, plus que tout. C'est vrai que souvent les gens ils disent: «Non mais moi je me sens bien dans ma vie donc non». OK, fine et ben écoute, comme tu veux, mais le jour où, tu vas vivre quelque chose de plus compliqué ou quelque chose que tu n'accepteras pas ou voilà une épreuve, pas forcément hyper dure, mais en tout cas qui va te toucher, bah, c'est bien de t'armer en fait et d'avoir, ces cordes-là à ton arc, pour te préparer et pour savoir, comment réagir et mieux accepter la situation et mieux comprendre ce que tu ressens et voilà, en fait, le développement personnel, ça te donne plein de clés pour surmonter la vie, quoi, tout simplement. Clairement, clairement. Et donc j'ai commencé, en fait, j'ai commencé ces ateliers de développement personnel et je me suis dit: «Mais, et c'est mon truc, quoi». Moi qui en fait, gérée depuis des années, de boulot en boulot parce que, je savais pas trop quoi faire et que je m'ennuie très rapidement. Écoute, je me rappelle, j'ai fait ma première journée de formation et j'ai eu que des super retours et à la fin, je me suis dit: «Non mais Manon, tu as trouvé, en fait, tu as trouvé ton truc, quoi». Et ce sentiment, mais c'est tellement bon quand ça fait des Ouais. années que tu erres, que tu sais pas quoi faire, que tu as l'impression d'être un alien, dans ton entourage parce que tu es un peu la nana instable qui, en fait, pense qu'à voyager, qui s'ennuie dans ses boulots au bout de 6 mois, donc qui change. Vraiment, ça avec le recul, je me dis: «Mon Dieu, mais quelle vie! Quelle vie!» Mais ça a été, en fait, ça a été dingue et en fait, c'est les crises d'angoisse qui ont été le point de départ de tout ça et c'est fou. Et donc, en fait, cette épreuve qui, à l'époque, je pensais que c'était en train de détruire ma vie. En fait, aujourd'hui, je suis sur mon chemin grâce à ça, en fait. Grâce à ça, parce qu'aujourd'hui, je développe tout ce qui est, du coup, communication digitale pour les thérapeutes et les coachs. Et je suis en train de développer aussi, quelque chose une filière plus de coaching et donc plus pour les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet, tu vois? Parce que ça, vraiment, ça m'anime. Mais en fait, je serais pas en train d'avoir ce podcast avec toi si, ce fameux jour-là, d'octobre 2015, j'avais pas eu l'impression que j'allais mourir, tu vois? Ouais, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on disait donc dans le 1er, épisode que j'ai fait, là-dessus sur les crises d'angoisse, donc avec Caroline. On se disait en fait que limite, c'était une chance d'avoir vécu ça, puisqu'en fait, ça nous a fait comprendre énormément de choses, ça nous a remis les idées en place, ça nous a fait, pardon, mettre les priorités à leur place, et surtout ça nous a permis d'apprendre à nous connaître, d'aller à la rencontre de notre vrai nous, de comprendre ce qu'on voulait faire, de donner un sens à notre vie et de tout aligner, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que sans ça, Ah, bah, pareil que toi, j'aurais peut-être continué à faire des trucs, que j'aime pas trop ou tu te résignes un peu dans une vie, satisfaisante, bof bof, quoi. non, mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Après, ouais, je me dis, on doit prendre conscience vraiment de l'importance de la santé mentale et en fait d'avoir une vie alignée. Et après, je me dis aussi, est-ce que, tu sais,
quand tu fais des crises d'angoisse comme ça, pas mal, tu es un peu en sursis, tu vois? Et en fait, est-ce que, quand tu vas mieux, tu te dis pas: «Attends, mais enfin là, il faut que je vive la vie, que j'imagine et que j'ai vraiment envie», tu vois? Je peux plus, j'ai plus de temps à perdre, en fait. Oui, non, mais c'est un truc de fou, en fait, ça te fait vraiment comprendre. Moi, je sais pas si ça t'avait fait je sais pas si ça t'a fait ça, mais en fait, pendant un moment, j'en avais rien à foutre de tout. C'est pas que j'en avais rien à foutre de tout, mais en fait, rien n'avait d'importance, comment dire? La seule chose qui me faisait peur et pour laquelle je mettais de l'énergie dedans, c'était s'il y avait un problème de santé dans mon entourage ou me concernant, enfin quelque chose de grave, quoi, tu vois? Mais tout le reste, j'étais en mode, mais chill sur tout, quoi. Genre, je me rappelle même mon boss me disait: «Non mais Sandra, là, on a un rendez-vous ultra important. Pourquoi tu es pas stressée, quoi?» Et je disais: «Mais je sais pas, je ressens, aucun stress, j'ai» tu vois, genre, je suis chill comme jamais, je suis peace parce que plus rien ne me stressait. Après avoir vécu ça, plus rien me stressait et tant mieux parce qu'en fait, tu te rends compte que tu mets tellement de l'énergie dans des trucs qui n'ont aucune importance. Donc c'est bien, en fait, de remettre tout ça à leur place. Après, de retrouver un peu de la cohérence, hein, parce qu'il faut pas non plus, tu Oui, vas te dire devenir, oui, voilà, t laxiste sur tout, en c'est mode, ça, super, peace, c'est les bisounours, on s'occupe plus de rien, quoi. Mais oui, en fait, je vois complètement ce que tu veux dire, mais c'est-à-dire que aussi quand tu fais des crises d'angoisse, tu montes tellement haut en stress, en angoisse et tout, tellement. qu'après, en fait, ce niveau, je doute qu'on le retrouve si on refait pas des crises, tu vois? Et et c et peut-être qu'on tu es comme ça aussi parce que, du coup, tu sais, on fait ce travail d'introspection et donc on sait où sont les priorités, les urgences, ce qui nous demande de nous inquiéter et ce qui n'a pas lieu d'être. Donc, Oui. Et puis aussi, tu vois, c'est drôle, mais du coup, quand on est dans ces trucs, dans ce circuit, dans ce cercle de crise d'angoisse, qu'on n'en sort pas, notre vie, c'est un peu que ça, en fait. On ne pense qu'à ça, on ne parle que de ça, on ah essaie de s'en mais sortir, on ah voit mais c'est sûr. des médecins, on est que là-dedans, en fait. Et tu vois, quand tu commences à aller un peu mieux, bah, je me rappelle, j'avais eu, une embrouille avec mon mec pour un truc con du style: «Non mais attends, tu pas sorti la poubelle?» Et j'étais trop contente, genre j'ai explosé de rire en mode: «Oh, mais c'est génial, j'arrive à m'engueuler pour un truc comme ça», tu vois? Genre j'étais, tu sais, genre limite, j'ai fait un câlin à mon mec, je dis: «Mais tu te rends compte, c'est génial quand on se dispute pour ça, quoi, c'est génial». Ça veut dire que les petites choses inintéressantes et dont on s'en fout de la vie commencent de nouveau à, tu vois, ou à te dire que ça a un petit peu d'importance. Enfin, Ouais je et sais pas si c'est c'est clair ce que je dis? si, c'est très clair et c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que, bon, là, on parle du coup de nos expériences personnelles, mais il faut pas oublier qu'il y a tout l'entourage qui en souffre aussi quand on fait des crises d'angoisse Eh oui, et que c'est terrible pour nous, mais c'est terrible pour l'entourage parce que nous, déjà, on comprend pas ce qui nous arrive. Donc, comment tu veux l'expliquer, en fait, aux gens autour de toi? Et les gens autour de toi te voient souffrir, mais en fait, ils ne peuvent rien faire. Moi, je me rappelle que j'en voulais à la terre entière, qui m'aident pas et qui me sauvent pas. Sauf qu'en fait, de toute façon, ils ne pouvaient rien faire. Donc, en fait, ça a été aussi terrible sur ce plan-là, je trouve, niveau familial, amical et tout ça, c'est vraiment. Et puis, tu vois, moi, je me rappelle dire à mes copines, je peux pas venir au week-end parce que je peux pas faire de la voiture. Mais, enfin, tu vois, au bout d'un moment, mais c'est pas normal, quoi. eh Et, ouais. et d'où l'importance de s'entourer de gens, voilà, qui sont là pour nous et qui nous aiment dans les bons et vraiment dans les mauvais moments. J'insiste sur ça, entourez-vous de gens qui sont là pour vous parce que c'est dans ce genre d'épreuve aussi que tu vois, en fait, comment ça se passe avec les autres. Mais c'est vraiment pas facile. Et puis s'ils nous disent: «Mais des stress, respire, ça va aller», enfin moi je me rappelle, je pétais un câble quoi. Je disais: «Mais je peux pas, j'arrive pas à respirer, enfin tu vois pas?» Enfin Oui. c'est terrible, franchement c'est Oui, terrible. mais parce que, c'est ce qu'on disait, en fait, les personnes, donc même si ce sont tes amis, tes parents, tes sœurs, j'en sais rien, ils ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas fait ce genre de crise et c'est pour ça que, au début, moi aussi, je me disais: «Putain, mais attends, mais tout le monde en a rien à foutre». Tout le monde me dit, «Ah ça va Sandra, reprends-toi», Mmh. tu vois? Genre: «Eh oh, oh, on se calme quoi, enfin les gars, je suis vraiment pas bien, en fait» et en fait, avec du recul, je me suis dit enfin même quand j'étais encore dedans, quand j'ai commencé ma thérapie parce que moi, du coup, j'ai fait une thérapie avec un psy qui a été absolument extraordinaire. OK. En fait, j'ai commencé à me dire: «Non, mais en fait, ça sert à rien de les blâmer, et c'est pas parce que certaines de mes amies ne me comprennent pas, que ça doit plus être mes amies non plus», tu vois? C'est pas grave si Bien elles me sûr. comprennent pas. On va les laisser je vais passer cette période, je vais me rapprocher de celles et ceux qui me comprennent et c'est avec elles que je vais m'entretenir un maximum et c'est exactement ce que j'ai fait et ça m'a grave aidée. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, c'est pas grave si les gens comprennent pas. Bon, bah, peut-être qu'un jour ils comprendront et puis mais je comprends qu'on ne puisse pas comprendre quand on l'a pas vécu. Bien sûr et puis ça reste un trouble qui est invisible et comme pour tous les troubles invisibles, tu vois, si tu as une jambe cassée, bon, tu peux comprendre. Eh ouais.
où tu dis, «J'arrive pas à respirer, j'ai l'impression que je vais mourir», bon, bah, Bah oui, mais oui. on se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle me dit?» Mais oui, mais en plus ça énerve les autres, tu sais? Les gens ils sont Mais là: «Ah là là, oui! tu relou, tu Ouais. et toi tu au bout de ta vie quoi, tu au resto, tu qu'une envie, c'est de prendre tes jambes à ton cou et de sauter dans un lac ou j'en sais rien, pour nager, pour, Ah mais en plus, courir dans un champ, j'en je sais sais rien. pas pour toi, mais moi je faisais plein de trucs bizarres, quoi, tu vois? J'arrêtais pas de prendre mon pouls avec mes mains, je Ah tout le regardais temps, tout le temps. avec le flash de mon portable, je regardais à l'intérieur de ma gorge pour voir si mes ganglions ne gonflaient pas, voir si j'allais pas m'étouffer, tu vois? Je dis: «Mais avec le recul, je me suis dit: «Mais tu zinzin», enfin vraiment. Bah ouais, mais non, on fait qu'on ouais, c'est mais moi aussi, hein, moi aussi j'ai eu peur de passer cette ligne, tu sais de la démence quoi, limite Mais où c'est tu te ça. dis: «Mais je suis tarée en fait et je vais finir tarée quoi». Ouais, et tu vois? Et je trouve que c'est super les réseaux, maintenant c'est vachement développé et il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Bon, je te dis ça et en même temps, tu vois? J'ai créé un compte TikTok là cet été pour en parler et quand je vois le nombre de personnes qui mettent des commentaires en disant: «Oh, mais attends, mais c'est ça, mais je pensais que j'étais seule au monde et tout ça» et je me dis: ah ben non, en fait, encore en 2021, en fait, je pense que c'est toujours le même, Mais évidemment. j'ai l'impression, en fait, que c'est toujours le même, parcours, tu sais? Parcours médical, c'est pareil, voilà. Donc Mais bien sûr. Dis-toi que moi, ça m'est arrivé en 2019, si je dis pas de bêtises. non, mais Heu, c'était récent. oui, voilà, c'est très Ouais, récent. Et en fait, je cherchais donc sur internet, moi, j'ai passé des heures à chercher, mes symptômes, mes trucs, donc tu trouves des trucs atroces évidemment, donc forcément, ça fait que renforcer ton stress, c'est tes ça. peurs, tes angoisses, mais surtout, je ne trouvais pas, quoi. Et après, j'ai commencé à comprendre, à trouver des choses par rapport à l'anxiété généralisée et c'est là où on m'a confirmé, mon psy m'a confirmé que je ne faisais ni une dépression, ni je ne sais quoi, ni je ne sais quoi et que je faisais de l'anxiété généralisée. D'accord. Et ça peut par contre une anxiété généralisée peut tout à fait, découler sur une dépression parce que c'est tellement difficile à vivre et Ah à beh, supporter que, bah, bien sûr. mais en tout cas, c'est un terme qui est assez connu. En fait, finalement, quand on cherche, tu as beaucoup de gens, mais c'est horrible, hein, qui s'en sortent pas, qui passent des semaines à l'hôpital à faire des recherches, qui en veulent au médecin, qui sont dans une espèce de cercle vicieux et ils s'en sortent pas, en fait, parce que le problème est psychologique. Il faut faire des thérapies. EMDR, c'est très bien, une thérapie psychologique, peu importe, mais tout ça se passe dans l'inconscient, en fait. Donc si on ne traite pas, ça évoluera pas, quoi, ça changera pas. C'est ça et aussi se détacher. Alors moi, je suis pour les thérapies holistiques, hein, voilà, vraiment j'encourage, à ça, mais je pense que c'est malheureusement pas suffisant pour des crises d'angoisse qui sont installées, des crises de panique, parce qu'on parle vraiment d'attaques de panique. Les attaques de panique, c'est une maladie, hein, c'est quand les crises d'angoisse se répètent tous les jours. Il faut vraiment des psychologues, spécialisés et formés pour ça. Ouais, Je c'est passe vrai. le message parce que j'ai tous les jours des gens qui m'écrivent, des personnes en me disant: «Beh, je comprends pas, j'ai fait une séance d'hypnose, je suis allée voir une sophrologue et en fait, je suis toujours au même point». Eh Évidemment, oui, mais évidemment, non. Bah oui, mais non. le mental est tellement plus complexe que ça. Donc ces thérapies, et vraiment je suis pour, mais en complément ou une fois que les crises d'angoisse sont un peu, en fait, sont guéries, en Tout tout à cas. fait, tu as tout à fait raison et c'est comme, l'hypnose. Moi aussi, hein, j'ai testé l'hypnose, je suis allée voir une énergéticienne, bref, j'ai fait des trucs et en Mmh. fait, c'est des trucs qui marchent de manière ponctuelle. Dans l'heure, peut-être que tu vas te sentir mieux, dans la journée, mais en fait, comme tu viens de le dire, ça ne traite pas le problème de fond et ce qu'il faut, c'est traiter le problème de fond. Là-dessus, je suis totalement alignée avec toi. C'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, bon, bah, c'est une épreuve et comme toutes les épreuves, je pense que ça l'important est ce qu'on en fait. Et toi comme moi, je pense qu'on peut témoigner aujourd'hui que même si sur le moment on s'est comprise, seule, enfin on s'est sentie incomprise et seule, en tout cas, bah, ça nous a amené plein de belles choses, pour la suite et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. En tout cas, merci Manon pour ce témoignage, c'est hyper important pour moi aussi de parler de ça à travers les locomotives et je suis hyper heureuse si ça peut en aider davantage et faire en sorte qu'elles se sentent moins seules et surtout trouver des solutions. C'est ça aussi, leur apporter des Oui, clés, c'est des ça. solutions, c'est hyper important. Ma chère Manon, est-ce que pendant, ces 3 années très difficiles pour toi et est-ce que maintenant peut-être, tu as une phrase qui t'a guidée, un mantra, une philosophie de vie ou un conseil peut-être que tu aimerais partager avec nous? Alors, j'y ai beaucoup réfléchi, parce que comme tu le sais, je suis une auditrice, alors je m'attendais à cette, question à la fin de l'interview. Hem et en fait, il y a une phrase qui m'est venue automatiquement sans réfléchir, donc je me suis dit: «Ah bah, arrête de chercher». C'est la phrase, alors ça va vous paraître hyper bateau, hein, mais c'est la phrase, «Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin». Ah, c'est Heu beau.
Et cette phrase, ouais, c'est beau et ça peut paraître un peu mantra banal et en fait, en regardant en arrière, tu vois, en voyant ces dernières années, je me dis que c'est tellement vrai dans le sens où, en fait, des fois, on ne sait pas où on va. Des fois, on se sent un peu perdu, on fait des choses, on ne sait pas trop ce que ça va nous amener. Et en fait, on comprend, voilà, on le comprend après, ça peut être des mois après, des années après, mais on comprend en fait pourquoi on a vécu tout ça, pourquoi on a pris cette décision, ou en tout cas ce qu'on en a fait. Et suivez vos rêves, ils connaissent le chemin, c'est-à-dire que des fois, il faut juste trouver l'équilibre entre lâcher prise et garder ses objectifs en tête et juste un jour après l'autre et un pas après l'autre. Et l'important, c'est juste d'avancer, quoi. Voilà. Exactement. Mon petit mot de la fin. Et la dernière question du rituel de chaque épisode, quel était ton rêve de petite fille, Manon? Ah, mon rêve de petite fille, je sais pas trop si j'avais un rêve. Quand j'étais petite, je jouais à l'embauchatrice, c'est-à-dire que je voulais embaucher des gens. C'est pas vrai? Si, je me revois L'embauchatrice. l'embauchatrice, donc je me revois avec mon classeur et je faisais passer des entretiens, mais je te parle de ça, j'étais vraiment toute petite, donc je sais pas d'où je tenais ça. Donc est-ce que ça m'annonçait un avenir de chef d'entreprise? Je sais pas. Mais j'ai pas vraiment je me rappelle pas d'avoir un rêve quand j'étais toute petite. Mais non, mais ça veut dire que tu voulais recruter des gens pour qu'ils soient à la bonne place, donc pour qu'ils trouvent finalement leur alignement, le sens, de leur vie. Puis tu vois, c'est peut-être un peu lié à tout ça, je sais pas. Ben sûrement, en tout cas, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Que les personnes puissent trouver le sens de leur vie et être alignées et surtout que tout est possible. Je dis pas que tout est facile, mais en tout cas, tout est possible. Tout à fait, c'est vrai. Merci beaucoup Manon, je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi Sandra, de même. Merci. Salut Manon. Bye. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!